Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir une séance sur le dessin industriel. Normalement, vous avez vu dans la séance précédente, lorsque nous avons parlé de la définition de la CFAO. Lors de cette séance, normalement, nous avons pris connaissance de la CAO, qui utilise un logiciel de CAO, la FAO, qui utilise aussi un logiciel de FAO, et la machine à commande numérique. Alors, sur ces trois disciplines, la CAO, la FAO, et lorsqu'on travaille sur la machine à commande numérique, on utilise toujours un document technique un dessin industriel. Donc, le dessin industriel est très important. C'est pour cela, aujourd'hui, on va essayer de donner un aperçu rapide sur le dessin industriel en parallèle avec votre cours dans la matière de la conception avec votre prof de conception. Donc, nous, c'est une introduction ou, si vous voulez, une initiation, parce que nous devons travailler sur le PC en utilisant le logiciel de CAO. Alors, là, vous aurez besoin de connaître et de travailler avec des vues, donc vue de face, vue de droite, vue de gauche. Vous devez donc savoir pourquoi on travaille avec des vues, avec des perspectives. C'est le but de cette séance-là. Donc, c'est une initiation au dessin industriel. OK? Alors, le dessin industriel, quel est son but? Alors, le but du dessin industriel, c'est qu'il permet de fabriquer et de vérifier le produit que le designer industriel a conçu. C'est-à-dire celui qui a créé le produit. Alors, il nous décrit ce produit-là avec un dessin, suivant les règles et les normes du dessin industriel. Alors, il est donc primordial pour tout designer industriel de l'utiliser la réalisation de dessin technique. Alors, nous, qui travaillons dans ce domaine-là, nous allons échanger des documents sur lesquels il va y avoir des dessins industriels. Donc, nous devons donc être capables de lire correctement ce dessin et par la suite, nous aussi, lorsqu'on veut donc dessiner un objet, il faut donc bien le dessiner pour que celui qui reçoit le document reçoit un document juste. Donc, le dessin industriel, donc, c'est une sorte de langue de communication entre techniciens. Alors, ce document technique, comme je viens de le dire, c'est un type de langage de communication technique. Alors, il permet de représenter une idée, l'idée du produit, et de la transmettre sans ambiguïté. Il faut qu'il soit clair, net, c'est-à-dire que celui qui va lire ce dessin doit donc le comprendre et par la suite bien le traduire correctement. Exemple, je vais dessiner une pièce, je vais donc l'envoyer à un opérateur qui va travailler sur la machine. Si j'ai bien dessiné la pièce avec les formes et les dimensions correctes, celui qui va donc fabriquer, isoler cette pièce sur la machine, il va les unir suivant ce dessin, suivant ses formes, suivant ses dimensions, donc il va dessiner, isoler la pièce correctement. Par contre, si on lui a donné un dessin avec des erreurs de forme, des erreurs de dimension, donc il faut pas être surpris si l'images n'est pas correct. Donc le dessin, c'est très important. Vous allez donc vous habituer dès aujourd'hui à apprendre, à donner, à réaliser, à produire un document de dessin correct. Donc un dessin sans ambiguïté. Ça, c'est un exemple de dessin, un dessin d'ensemble. Donc, vous voyez, donc, sur le document, on voit le dessin d'ensemble en coupe qui va donc me permettre, donc ça c'est la lecture, donc je suis en train de lire le dessin
et je prends connaissance des éléments qui composent cet objet. Donc on voit ressort, bille et la cavité intérieure. Et par la suite, il y a d'autres types de dessins. Exemple, le dessin ici à droite, c'est une sorte de perspective vue éclatée. Donc vous voyez, donc, ça nous permet de voir d'une façon aisée, facile, simple, les différents éléments qui composent cet objet. Hein? La même chose en haut, donc, ce sont des types de dessins, perspectives, qu'on utilise couramment entre nous dans le domaine technique. Alors, type de dessin, on vient de le dire, donc on a cité une sorte de perspective. On va donc continuer toujours. Donc, voici un autre exemple de perforatrice. Donc, c'est un dessin d'ensemble, vue éclatée, et l'autre, donc, la pièce, elle est assemblée. Dessin d'ensemble, toujours, de la perforatrice. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il nous permet, ce dessin d'ensemble, de prendre connaissance des différents éléments qui composent notre système. Et on utilise aussi ce qu'on appelle dessin de définition. À partir des dessins d'ensemble, exemple ici, robinet, économiseur, je veux donc établir un document pour chaque élément, pour bien le décrire. Comme on l'a dit au début, un dessin doit donc définir les formes de la pièce et les dimensions, et peut-être on ajoute quelques remarques qui peuvent donc être utiles par la suite. Donc ici vous avez un exemple, encore une fois, d'un dessin d'ensemble, et à droite, un dessin de définition d'un élément seul. Donc, un dessin de définition, il détaille avec précision les formes et les dimensions, ainsi que la cotation, les dimensions. Alors, sur chaque dessin, il y a une nomenclature. La nomenclature, surtout pour les dessins d'ensemble, ici, je dois donc installer une nomenclature qui va me permettre de prendre connaissance des différents éléments, nom, matière, nombre. Regardez ici, donc la nomenclature me permet donc de voir les différents éléments qui constituent mon ensemble, avec le nom, vous voyez donc repère de chaque élément dans le dessin, le nombre, combien de formations, exemple vis, combien de vis on a, 2, 3, 4. La matière et quelques indices ou quelques points dans l'observation. Aussi, il y a ce qu'on appelle cartouche en bas qui doit contenir le titre de l'élément dessiné ainsi que le nom de celui qui a établi le dessin, la date, l'établissement et la méthode de projection que nous allons voir par la suite. Il y a deux méthodes, ça c'est une des méthodes, il faut donc l'indiquer sur le dessin. Et bien sûr, sur tout type de dessin, que ce soit industriel ou autre, il y a le problème de l'échelle. C'est-à-dire, à un moment, je veux donc agrandir les dimensions lorsque je dessine une petite pièce pour qu'il soit clair et bien lisible, j'augmente les dimensions, donc je multiplie par la coefficient. Et le cas contraire, lorsque je dessine une pièce de grande dimension, je dois donc réduire ces dimensions en utilisant un échelle pour réduire. Et on va donc prendre connaissance aussi des différents formats. À partir d'aujourd'hui, vous allez donc utiliser différents formats. Peut-être vous en connaissez une, c'est le format des papiers du photocopieuse. C'est le format A4. Donc le format A4, c'est le premier format qu'on utilise. Donc les dimensions sont ici, 297 x 210. Le double du format A4 nous donne le format A3. Le double du format A3 nous donne le format A2 et ainsi de suite, le format A1.
c'est le double de A2, et le format A0, la plus grande, c'est le double du format A1. Alors, bien sûr, vous en doutez sûrement, on utilise différents formats quand, eh bien, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une pièce de grande dimension ou de petite dimension, d'un ensemble qui contient beaucoup d'éléments ou un petit ensemble qui contient quelques éléments. Donc, j'utilise le format qui va avec le type de dessin que je dois établir. Alors aussi, dans le dessin industriel, il y a le problème des types de traits utilisés. Donc, vous allez vous habituer dès aujourd'hui. Les différents traits qu'on utilise, les traits dits continuiformes, pour tout ce qui est arrêté contour, hein, les traits interrompus, pour tout ce qui est contour caché, les traits continus fins, pour tout ce qui est cotation et hachures. La cotation, c'est le dimensionnement de la pièce. Les hachures, nous allons donc le savoir par la suite, c'est lorsqu'on établit une coupe. Donc, je représente la pièce coupée. Alors, on utilise les hachures qui représentent le plan de la coupe. Et les traits mixtes fins pour tout ce qui est axe et plan de coupe. Alors là, on passe à les premières règles ou principes de la projection orthogonale. Qu'est-ce qu'on veut dire par la projection orthogonale? Quelles sont les règles à suivre? Quelle est la méthode pour établir un dessin? Eh bien, dans la projection orthogonale, on projette ce qu'on voit dans le plan qui est en face avec l'observateur, parallèle à l'observateur, directement, comme vous voyez sur ce croquis-là. Donc, projection parallèle dans le plan de projection est perpendiculaire au rayon visuel. Donc, l'observateur est parallèle, mais la vision elle est perpendiculaire au plan de face de l'observateur. Alors, ainsi donc, l'observateur dans cette position ne peut voir qu'une face à la fois, c'est-à-dire lorsque je dois dessiner une pièce, donc lorsque je vois une face, je dois la dessiner, donc en une seule, je ne peux pas voir les deux faces en même temps. Donc j'établis la première vue suivant la face 1, la face 2, la face 3, que nous allons nommer tout de suite maintenant. Alors pour décrire entièrement un objet, il faut le voir de plusieurs côtés, c'est-à-dire de plusieurs faces, d'où les vues des faces. D'accord? Alors, on va utiliser plusieurs faces. Par exemple, la face que j'ai numérotée ici, 1, c'est la face qui, on vient de le dire tout à l'heure, face avec l'observateur. C'est la face qu'on va appeler vue de face. La face numérotée 2, vous voyez donc, il est à droite de la pièce, donc il prend son nom, c'est une vue de droite. Et la face de 3, c'est à gauche de la pièce, il va prendre son nom comme ça, vue de gauche. Alors, avant de parler des vues, rappelle ce que je viens de dire tout à l'heure, le problème de projection. Donc, je vais donc établir des vues de cette pièce-là, comme je viens de le dire, vue de face, vue de droite, vue de gauche, comment les placer sur mon document de dessin, que ce soit format A4, A3 ou autre. Alors, il y a la méthode de projection américaine qu'on n'utilise pas, d'accord? Alors, la méthode de projection américaine, comme vous voyez ici, donc, cette con-là, donc, la vue de face, la vue de gauche. Donc, on voit le contour des deux diamètres lisibles. Donc, la vue de gauche est placée à gauche. La vue de droite est placée à droite. Le contraire pour la projection européenne. Pour la projection européenne, là, ce que je vois de droite, c'est la vue de droite, je le place à gauche. Et le contraire. Ce que je vois dans la vue de gauche, je le place à droite sur mon dessin. C'est ça la différence entre les deux projections. Et Roma, nous, on travaille avec la méthode européenne. Donc, vous allez donc prendre l'habitude. Alors, voici un exemple de projection, toujours suivant la projection européenne. Nous avons ce type
de maison, vue de face, donc ce que je vois en face, le contour de la pièce, d'accord, et la vue de gauche, donc vous voyez donc la vue de gauche, ce que je vois de gauche, je le place à droite de la vue de face, ce que je vois de droite, je le place à gauche de la vue de face, ce que je vois en haut, d'accord, je le place en dessous, donc la vue du dessus, en bas de la vue de face, et ce que je vois de bas, la vue de dessous, je le place en haut. Et la vue d'arrière, bien sûr, c'est après la vue de gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection européenne. Ainsi, donc, on va voir cet exemple-là, une pièce. Alors, on choisit les vues. Donc, en rouge, c'est la vue de face. En vert, c'est la vue de droite. Et la vue de dessous, c'est en bleu. J'établis donc mon dessin, et là, vous voyez sur ce document-là, vous allez donc, à partir d'aujourd'hui, apprendre à utiliser cette méthode qu'on appelle la méthode de projection orthogonale. C'est-à-dire, pour déterminer les vues, c'est très simple, on projette les points qui constituent mon dessin. Donc, par exemple, pour un point qui constitue le cercle, là-bas, je cherche sa projection sur le plan de dessus, et par la suite, la projection de ces points-là sur votre vue. Aussi, je peux utiliser ce qu'on appelle la charnière, c'est une droite à 45 degrés, qui me permet de trouver l'image d'un point sur l'autre vue, comme vous voyez sur cet exemple-là. Donc, si vous suivez l'exemple, d'accord, vous allez prendre connaissance de cette méthode-là, et nous allons voir lors d'un autre exercice qui par la suite. Par exemple, cette pièce-là, donc on choisit donc d'établir la vue de face suivant la flèche. Voilà donc vue de face, vue de gauche, vue de dessus, et je projette sur le plan ce que je vois directement sur la vue de face. Donc les contours en très fort, tout ce qui est caché en très interrompu fin. C'est la même pièce. La projection orthogonale, comme vous voyez ici, donc, on projette les points qui constituent le contour de mon pièce sur l'autre vue, d'accord? Et en suivant la droite à 45 degrés. Par exemple, ici, ce point-là me donne cette projection, ce point-là me donne celle-là. Ici, je suis le sens de la flèche. La même chose, cette forme-là, je trouve sa projection comme ça. Et lorsque je veux trouver ces dimensions, d'accord, c'est-à-dire la largeur de la pièce, la projection de ce point-là ici, me donne celle-là. La même chose ici, c'est-à-dire je projette directement ce point-là sur la droite à 45 degrés et avec un trait parallèle, ou perpendiculaire à celui-là, comme vous voulez, je trouve l'image du point de départ. Par exemple, si j'appelle ce point 1, son image c'est 2. 2, son image, par exemple, ici 3, et ainsi de suite. Voici donc un autre exemple ici. Donc on veut donc établir le dessin de cette pièce-là, avec la projection orthogonale. Donc l'exercice ici, il est incomplet. Nous allons donc le compléter ensemble rapidement. Alors la première chose, on va donc chercher l'image de ces points-là. Donc comme vous voyez ici, pour cette forme-là, je trouve son image ici, ça me donne un trait fort, d'accord? Pour le chanfrein ici, d'accord? Le chanfrein, je trouve l'image de ce point ici. La même chose ici, l'arête de cette face-là, je trouve son image ici, et ainsi de suite. Donc je peux trouver celle-là de la même façon qu'ici. Pour le chanfrein de l'autre côté, c'est comme ça. Donc vous voyez donc la projection, on cherche l'image d'un point sur l'autre vue.
Alors, ça c'est la première partie de l'exercice qu'on appelait 1. Ensuite, je continue pour voir donc l'image de ces points en utilisant la droite à 45 degrés ou bien vite la charnière. Donc, je cherche l'image de ce point-là, je viens directement sur la droite et je monte avec une traite verticale et je trouve l'image de cette forme ici. C'est-à-dire, de ce côté-là, qu'est-ce que je vois? Je vois des arêtes ici. C'est l'intersection de deux surfaces et ils l'ont exprimé avec une droite. Et qui est limitée par cette forme-là, par cette sorte d'épaule. Ensuite, pour finir l'exercice, il reste donc l'image de l'araignée. Donc l'araignée, je descends sur la droite à 45 degrés et je trouve l'image de cette forme-là sur la vue 2. Et ainsi de suite, comme ça. Ainsi donc, se termine l'exercice de projection orthogonale. Je vous conseille de le refaire chez vous en faisant donc une pause sur la vidéo et de refaire l'exercice. Alors, pour finir cette présentation, on peut parler un peu des perspectives. Les perspectives, ils sont très importantes dans ce domaine-là. Il existe des perspectives qu'on appelle perspectives cavalières, isométriques, dimétriques, trimétriques. Alors pour nous, dans la CAO, lorsque vous allez donc travailler sur SolidWorks, vous allez donc souvent être obligé à demander une présentation de une de ces trois. Donc vous allez vous habituer lors des exercices d'application sur SolidWorks, parce que je vous rappelle, ça c'est une initiation rapide, c'est dans votre cours de conception que vous aurez largement le temps de prendre connaissance et de vous pratiquer à travers des exercices de projection orthogonale. Alors, on continue toujours sur les projections. Projection cavalière, c'est les plus utilisées. Donc, on incline la projection, elle est connue avec son angle de 45 degrés. Et on commence, ou là, on prend le départ avec une vue, comme une vue de face. Et ensuite, on représente les autres vues suivant ces fluides, donc qui sont donc tracées à 45 degrés. La perspective isométrique, il déforme un peu la pièce, mais il est très utilisé aussi parce qu'il donne une autre vision de la pièce. On peut parler rapidement aussi des sections. Les coupes sont très utilisées et on va utiliser ça aussi dans notre application de SolidWorks, c'est-à-dire on veut voir l'intérieur de la pièce. Alors si je veux voir l'intérieur de la pièce, comment? Il faut donc imaginer qu'on a coupé la pièce et on va dessiner, on va représenter ce qu'on voit, donc ce que là où la scie est passée. Donc bien sûr avec les applications que vous aurez après, vous allez vous habituer à utiliser ce genre de représentation. Je rappelle, c'est les coupes. Voilà, c'est fini pour cette présentation et au prochain cours, Inch'Allah.